Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Hey Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. En fait, on vous souhaite une bonne année. Bonne année à tout le monde, une bonne année ludique avec plein de jeux, plein de nouveaux jeux. Amusez-vous bien. On vous souhaite plein d'achats compulsifs, plein de ramassage de piles de la honte et plein de journées de jeux à venir. Aujourd'hui, sur la chaîne Le Temps d'un jeu, on vous présente un top 10 des jeux de 2024 que Yannick et moi, on a bien aimé. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous présenter aussi le gagnant de notre dernier tirage pour le jeu Marie Curie. Donc, on vous revient après le générique. Alors, top 10, Yannick, ça n'a pas été évident à faire. Souvent, quand on commence à faire la liste, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de jeux auxquels on a joué. C'était très difficile, je pense, la sélection du top 10. On a quand même des mentions spéciales qu'on va vous présenter là, à la fin de notre top 10. Alors, Yannick, est-ce que tu voudrais commencer avec ton numéro 10? Oui, bien sûr. Comme tu le disais, c'est vraiment pas facile parce qu'il faut faire un choix parmi tous les jeux auxquels on a joué durant l'année. Un petit top 3 du mois, c'est toujours facile, il y a moins de jeux. Mais là, il y en aurait plein qui auraient pu rentrer dans ce top 10. Je vais commencer par mes mentions spéciales en fait. Ah, ok. Il y a des jeux qui resteront, je pense, toujours dans mon top 10. Là, je les ai pas mis dans mon top 10 parce que il fallait faire un top 10 de l'année. Donc c'est pas forcément des jeux qui sont de l'année, mais c'est des jeux auxquels j'adore jouer, je suis toujours prêt à les sortir. Mon premier, ce serait Ark Nova. Je crois que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué jusqu'à présent. J'ai énormément de plaisir à sortir ce jeu. L'inconvénient, c'est que si tu joues à 3 ou 4, là, c'est des parties interminables. Donc j'ai toujours joué juste à 2, mais même à 2, là, c'est un jeu pour moi phénoménal, donc je l'aime beaucoup. Une autre mention spéciale, c'est un plus petit jeu, c'est Parks. Oui. Parks avec ses extensions, hein, ça donne toujours de la profondeur, les extensions, puis je pense qu'à Parks, les extensions sont indispensables. Enfin pour moi en tout cas, il n'est pas question que je joue à Parks sans les extensions. C'est un jeu aussi que j'aime toujours beaucoup, Il y a toujours beaucoup de solutions dans les choix qu'on va faire. Des fois, on est bloqué. On peut utiliser son feu de camp pour aller quand même sur une place qui est bloquée par un autre randonneur. Une fois qu'on a plus son feu de camp, là, on est vraiment bloqué si on avait des choix à faire plus tard. Donc, il faut réfléchir vraiment plusieurs coups d'avance. Un jeu que j'ai beaucoup aimé et je suis toujours prêt à y jouer. Et mon dernier, en fait, je l'ai mis dans les mentions honorables, mentions spéciales, parce que malheureusement, je dirais, j'y ai joué juste une fois, et ça a été avec toi, je crois. C'est Black Rose War. Oui. Il est tellement magnifique ce jeu. Black Rose War, c'est le deuxième du nom. Donc, Black Rose War, je me souviens plus. Ouais, Renaissance. Restons français. Oui. Mais oui, une fois installé sur la table, waouh, c'est vraiment beau. En plus, là, dans le deuxième, il faut refaire en fait la loge. Donc, dans le premier, on détruisait des pièces. Là, on va essayer de les reconstruire. Donc, les tuiles qui sont réversibles. Quand on arrive à compléter la tuile, je dirais, un jeu de combat avec magicien, mais quand on se fait tuer, on meurt pas en fait. Hein, on retourne dans sa salle de départ et puis il faut recommencer un petit peu, réexploiter. On a moyen de recruter des monstres. Il y a tellement de possibilités dans ce jeu. Un jeu qui doit être quand même, on a joué juste à 2, mais qui doit être quand même long à 3 ou 4 joueurs. Mais un jeu magnifique. Donc ça c'était pour mes mentions spéciales. Ce que j'avais trouvé le plus difficile dans Black Rose, c'était au début de comprendre un petit peu toutes les écoles, un petit peu de sorcellerie puis tout ça. C'était pas évident, mettons, de se plonger dedans. Puis quand on arrive, puis là, on joue, mais les premières parties, on fait des tests sur les écoles pour savoir voir quoi ça oriente. Fait que je pense que ce jeu-là, on va l'apprécier de plus en plus au fur et à mesure des parties, parce que là, on va être plus habitué de savoir les écoles sont associées à quelle façon de jouer. Exactement. Donc, plein de possibilités dans ce jeu-là.
Bon, tant qu'à y aller dans les mentions spéciales, là, je vais y aller moi Allez. aussi. J'avais aussi dans les mentions spéciales Ark Nova. J'ai pas joué autant que toi, mais dans Ark Nova, j'ai bien aimé là, la sélection des actions, de monter son zoo. Il faut vraiment faire attention de la façon dont on place ses tuiles pour justement pas être barré sur le long terme. Souvent, la première partie, je pense, vu qu'on n'est pas habitué, on les place un petit peu n'importe où, mais au final, ça nous nuit beaucoup sur le long terme. Et oui, effectivement, le jeu à 2 joueurs, il y a quand même une bonne durée. Nous, quand on y avait joué, le temps d'explication, c'était un bon 2 heures. Facile, oui. Un bon 2 heures. Je dirais, avec ma conjointe, j'ai joué énormément avec ma conjointe. Une partie qui roulait bien, c'était juste en dessous d'une heure et demie. Donc, je sais qu'il y en a qui doivent jouer en 1 heure, là, mais des fois, on réfléchit un petit peu plus. Et à peu près 1 heure et demie à 2 quand on avait l'habitude d'y jouer. Là, donc, Sinon, dans mes autres mentions spéciales, j'avais Age of Rome. Oui. Age of Rome, vraiment un très beau jeu qu'on avait découvert au Delirium Ludique. Vraiment une très belle prestance sur la table. J'ai bien aimé là, la façon de construire les différents... voyons... Les régions, en fait. Les différents bâtiments dans les régions. Oui. Il y a plusieurs façons de faire des points, soit en politique en ayant plus de votes que les autres consécutifs au Sénat, soit en conquérant des territoires avec une majorité. Il n'y a pas nécessairement de bataille en tant que telle, c'est vraiment une majorité dans les territoires. Chaque bâtiment, en fait, faisait référence soit à l'agriculture pour donner des pièces, soit bâtiment militaire, soit économique, soit... Bref, il y avait une panoplie de pouvoir, en fait, et plus qu'on montait ces bâtiments-là en grade, parce qu'il y a plusieurs niveaux, bien, plus que ça te donnait de points de victoire, et plus que tu avances sur la traque de points de victoire, plus que ça te débloque des partisans pour faire plus d'actions. J'ai bien aimé les petits coups de cochon qu'on peut se faire avec les complots. Quand on l'avait essayé, on avait fait vraiment beaucoup. Mais les complots à ne pas négliger, c'est vraiment quand même super puissant quand tu es capable de le sortir dans le bon temps. Le seul petit hic, mettons, j'avais trouvé, c'est que quand tu commences à construire des choses puis que le plateau rotatif, il tourne, des fois, tu te ramasses avec une partie du plateau que tu n'avais pas nécessairement le goût d'avoir. C'est le seul petit hic, mais sinon, au niveau du graphisme, les mécaniques, c'était vraiment bien pour Age of Rome. Sinon, pour ma dernière mention spéciale, j'avais Harmony. Ah oui. Ouais, Harmony. Mon Dieu que j'ai adoré ce jeu-là. Un beau petit mix là, en ce qui est Cascadia puis Azul, Harmony. J'ai vraiment aimé la patte graphique pour ce jeu-là. Là. C'est très coloré. Le graphisme, j'ai juste vraiment adoré le graphisme. Et c'est quand même un beau petit puzzle de casse-tête où placer tes petits pions. Oui, tu es orienté avec ce que tu vas aller chercher comme objectif. Parce que les objectifs, ils sont pas nécessairement facile à faire tout le temps, là? Non, parce que tu as toujours beaucoup de possibilités, et puis à un moment donné, tu te retrouves avec en mince, c'est vrai, j'avais cet objectif-là, j'ai mis un pion qu'il fallait pas mettre à cet endroit-là, mon objectif, là, c'est fini, il va falloir que je le fasse autrement. Donc tu te retrouves piégé, tu te pièges toi-même, c'est vraiment un beau casse-tête. C'est quand même simple comme jeu, mais il y a quand même, c'est quand même un beau casse-tête. Il faut que tu te creuses la tête, surtout en fin de partie pour vraiment comboter tes affaires, faire un maximum de points. Fait que c'était mes mentions spéciales. Super. Mes mentions spéciales pour moi. Deux très belles mentions spéciales. Oui. Donc, ton numéro 10 pour Top 10 2024, Alors, Yannick. mon numéro 10, c'est un jeu qui se joue exclusivement à 2. Et puis, c'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie. C'est un jeu que, quand il est sorti, j'ai dit oui, bof, ça m'intéresse moyen. Et puis, en fait, c'est ma conjointe qui m'a convaincu de l'acheter. Et c'est SkyTeam. Donc, SkyTeam, que dire de SkyTeam? Tout a déjà été dit sur SkyTeam. Vous êtes pilote et copilote d'un avion. Et puis, vous devez faire atterrir votre avion en passant à travers toutes les embûches qui se mettent à travers votre chemin. Écarter les avions qui sont sur votre chemin, éviter les montagnes, donc faire des beaux virages, remettre toujours l'avion sur son assiette au moment de l'atterrissage. Sinon, si vous atterrissez tout croche, vous crachez. Là, puis encore un drame de l'aviation civile. Donc vraiment très bien, il faut gérer la poussée des moteurs, gérer les volets, enfin vraiment sortir le train d'atterrissage au bon moment, tout ça au bon moment. Donc, et puis avec des dés.
Et donc on lance les dés, chaque dé, on va pouvoir les placer à une position. On peut placer un dé pour les moteurs. Il va falloir avoir une certaine puissance au niveau des moteurs pour pouvoir faire avancer ou freiner un petit peu l'avion, parce que si on va trop vite, on va rater la piste d'atterrissage et puis la partie est terminée. Sachant qu'on ne connaît pas la valeur des dés de son partenaire, de son copilote, pilote ou copilote. Donc toute la complexité du jeu réside là en fait. On va pouvoir mettre un dé à un endroit en espérant que son partenaire va avoir un dé qui va pouvoir être complémentaire à notre dé, à notre choix, pour pouvoir gérer l'appareil comme il faut. Donc un très beau jeu que j'ai découvert qui me tentait vraiment pas. Mais comme quoi, il y a toujours des jeux qui sont pas forcément très intéressants au premier abord, mais un gros coup de cœur pour moi cette année en numéro 10. Puis tu sais, quand tu commences avec ce jeu-là, tu as envie d'enfiler les parties. Oui, oui. Une partie, puis t'arrêtes, tu fais je vais y aller plus loin. Oui, puis il y a énormément de scénarios avec la nouvelle extension qui est sortie aussi. Ça a rajouté beaucoup de scénarios, donc on a énormément d'aéroports. Donc chaque aéroport a sa complexité, donc vraiment on n'a même pas fini le jeu nous encore. Là. Donc, et puis même on s'est contenté beaucoup de jouer sur le premier aéroport qui est Montréal-Trudeau d'ailleurs. Et puis déjà juste celui-là, on a du fun avec celui-là. Donc non, vraiment super bon jeu. Donc de mon côté, mon numéro 10, c'est un jeu d'affrontement par équipe et c'est Capitaine Sonore. Oh, oui. Dans les jeux, dans ce type de jeu-là, pour moi, Capitaine Sonore, c'est un petit peu la quintessence de ce qu'est une réussite en équipe. Okay. Cette satisfaction-là de pouvoir gagner en équipe, parce que dans Capitaine Sonore, moi j'appelle ça le jeu Battleship moderne, en fait, en temps réel, où on a 2 équipes de 4 joueurs dans sa meilleure configuration. On essaye d'être 4 contre 4 et chacun a son rôle spécifique. On a le capitaine qui fait avancer son sous-marin, on a c'est-tu le second mec qui permet d'entendre les coordonnées de l'autre bateau pour pouvoir repérer le sous-marin adverse. T'en as un qui gère, dans le fond, l'armement et t'en as un autre qui répare le sous-marin parce qu'à chaque fois qu'on fait avancer le sous-marin, le sous-marin se détruit petit peu à petit peu et ça t'empêche d'utiliser certains armements. Donc, à un moment donné, tu n'as pas le choix d'orienter ton bateau vers certaines places pour faire une auto-réparation de ton sous-marin parce que tu voudrais pas refaire surface pour que tout le monde sache, pour que l'autre équipe adverse sache où est ton bateau. Fait que c'est une grosse poursuite de chat et souris, mais tout le monde a un impact. Fait que quand tu arrives pour détruire le sous-marin de l'autre, tu sais, c'est pas un qui fait yes, c'est tout le monde qui se lève, fait let's go! Puis on l'a détruit, c'est vraiment. Moi, j'adore vraiment ce jeu-là, Capitaine Sonore. Puis ça rajoute un stress parce qu'il y a comme 2 versions. Si t'es à moins de joueurs, tu vas y aller à tour par tour, mais vraiment, pour avoir le plein potentiel de ce jeu-là, c'est vraiment d'être en 4 contre 4 et en temps réel. Ça veut dire que pendant que ton capitaine dit des coordonnées où il avance son sous-marin, l'autre capitaine aussi fait ses affaires. Fait tu sais, il y a comme un back and forth qui se fait vraiment très rapidement. C'est pas un jeu qui prend 2 heures parce que dépendamment, ça va vite quand même, dépendamment comment tu joues, soit après une touche du sous-marin adverse, tu gagnes ou tu peux y aller à 4 touches, là, si je me trompe pas. Souvent, la première fois, tu le montres, tu y vas en tour par tour pour que les gens apprennent leur mécanique sur leur plateau, pour qu'ils sachent chacun leur rôle. Puis, on interchange pour que tout le monde s'habitue avec les rôles. Puis quand tu es habitué, là, tu y vas en temps réel parce que c'est quand même stressant, on va se le dire. Ça met beaucoup d'ambiance autour de la table. C'est cacophonique. Là. Il y a une équipe qui fait ses affaires, l'autre fait ses affaires en face. Il faut essayer de se concentrer pour écouter les ordres du capitaine pendant que l'autre équipe fait ses affaires. C'est vraiment... ça met beaucoup d'ambiance. Là. Fait que pour moi, dans mon numéro 10, c'est Capitaine Sonore. Excellent. On est au top 9. Alors, mon top 9, c'est un jeu à identité cachée. J'aime beaucoup ce genre de jeu. On est loin du loup-garou, par exemple. C'est l'ombre du Kraken. Donc, on a fait plusieurs parties. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 11 joueurs. Sa configuration idéale dans laquelle on a joué jusqu'à 11 joueurs aussi. On a beaucoup aimé à 9 joueurs. 11 joueurs, on a trouvé ça un petit peu long parce qu'il y a des gens souvent à 11 joueurs qui se retrouvent sans jamais avoir eu un rôle pendant la partie. C'est un petit peu dommage parce que
l'idéal dans la partie, c'est de se retrouver au moins une fois capitaine. À 11, une fois qu'on a un soupçon sur une personne, cette personne-là va être mise un petit peu à l'écart. Donc vraiment un très bon jeu qui se joue avec un plateau de jeu. On va devoir amener notre bateau à un endroit. Donc il y a 3 équipes. En fait, il y a une équipe des marins, les pirates et le chef du culte. Et chacun va devoir emmener son bateau à une destination différente en votant en fait pour son capitaine. Donc à chaque tour, le capitaine peut changer ou pas. Et puis son capitaine va choisir son lieutenant et son navigateur. Donc le capitaine et le lieutenant vont choisir 2 cartes et sur ces 2 cartes, il y a une destination ou ou s'il peut y avoir 2 destinations, ou alors vers la crique des pirates, ou alors vers le port des marins en fait, ou alors directement dans la gueule du Kraken. Donc on a 2 choix. Donc en fonction de son rôle, on va choisir une carte, on va la mettre dans une petite boîte. Et puis le capitaine aussi va faire son choix, il va le mettre dans une petite boîte. On va donner ça au navigateur, le navigateur va prendre les 2 cartes. Donc il sait quelles cartes ont été jouées, mais il ne sait pas qui a mis quelle carte. Donc ça peut être aussi, il peut y avoir dans cet équipage-là un marin, un pirate, puis le chef du culte. Donc l'équipage peut être composé de 3 personnes différentes à ce moment-là. Donc il va faire son choix, il va révéler la carte à tout le monde, puis on va faire avancer le bateau dans la direction qui a été choisie. Donc c'est un jeu qui amène aussi beaucoup d'ambiance autour de la table parce que ça amène beaucoup de soupçons en fonction des choix qu'on fait, en fonction des choix qui ont été faits précédemment. Et il y a des petites twists aussi sur le plateau. Le capitaine, à un moment donné, va pouvoir aller fouiller une cabine. Donc la personne qui est fouillée va devoir révéler son identité au capitaine. Ça peut donner des petits punchs à ce moment-là. Il y a un moment donné où le capitaine va pouvoir choisir de couper la langue d'un joueur. Donc ce joueur-là n'aura plus le droit de parler pendant la partie. Il va pouvoir faire des gestes, mais il ne pourra plus parler. Donc ça donne des situations un petit peu cocasses quand la personne veut faire entendre quelque chose mais qu'elle ne peut pas parler. Et puis enfin, il y a la dernière, c'est je ne sais plus. En tout cas, une autre solution où sais-tu. Je ne sais plus. Mais bref, tout ça pour dire que dans chaque équipe, tu as des petits twists pour essayer de t'avantager, nuire un petit peu à l'autre, mettre des soupçons. Tu sais, oui, il y a beaucoup de discussions, puis souvent dans ces jeux-là, moi, mettons, quand je vais jouer à ces jeux-là, je suis plus sélectif avec les gens avec qui je vais jouer, parce que des fois, il y en a qui prennent vraiment trop de place, puis il n'y a pas personne qui peut parler. Là. Ou alors, il y en a qui prennent pas de place, justement, qui sont très passifs pendant le jeu, et puis c'est le genre de jeu où il faut s'investir dedans. Enfin, il y a aussi le capitaine, à un moment donné, il va pouvoir passer quelqu'un par-dessus bord. Le but du chef du culte, c'est de se faire passer par-dessus bord et puis être sacrifié au Kraken. Donc, si le chef du culte se fait passer par-dessus bord, il gagne la partie. Donc, en général, il va jouer la partie toute seule, à moins qu'il réussisse à convertir quelqu'un à son culte pendant la partie. Ça reste toujours secret. Dans la partie aussi, les pirates se reconnaissent entre eux. Ils savent qui est qui. Les marins ne le savent pas. Puis le chef du culte va savoir qui est son disciple, mais son disciple ne saura pas qui est chef du culte. Donc ça amène des situations très, très tendues parfois. Donc beaucoup de plaisir, beaucoup d'ambiance autour de la table avec l'ombre du Kraken. Ça, c'était mon numéro 9. Donc, pour moi, mon numéro 9, c'est The Witcher, l'Ancien Monde. Donc, The Witcher, non, je n'ai pas joué aux jeux vidéo. Je suis tout le temps un petit peu frileux quand j'arrive pour pas jouer aux jeux vidéo puis que je joue aux jeux de société. J'ai l'impression qu'il va tout le temps me manquer quelque chose, mais non, au final... Moi, j'ai vu la série, là, mais j'ai pas... mais au final, non, je l'ai pas senti comme ça. Donc, on incarne, dans le fond, un ensorceleur. On essaie de se promener, dans le fond, sur la map pour évoluer nos différentes statistiques, que ce soit pour augmenter notre force, pour avoir le nombre de potions, pour se préparer. Dans le fond, quand on se déplace sur la carte, c'est surtout pour se préparer, augmenter nos statistiques, pour se préparer pour les combats. Oui. C'est souvent ça. Tu as une petite mécanique où tu peux aller jouer au poker pour ramasser des sous que je trouve très intéressant. Mais surtout dans The Witcher, c'est comme une course à la préparation pour aller affronter les boss qui sont de différents niveaux, là, 1, 2, 3. Et ça te donne des bonus et tu avances sur la traque de points jusqu'à temps que le premier qui arrive gagne. Et on peut s'affronter aussi entre ensorceleurs, ce qu'on a
pas fait. Qu'on devrait faire, mais qu'on n'a pas fait. Oui. Mais tu sais, la mécanique de combat est vraiment très intéressante. Tu essaies de comboter tes cartes avec les différents symboles, soit pour te protéger, soit pour attaquer davantage. Et les points de vie des monstres sont représentés par le nombre de cartes qu'ils ont. Et nous aussi, c'est la même chose. Donc, tu sais, un jeu qui est très, très beau, super belle production, très bien faite. J'ai vraiment beaucoup aimé là, le temps qu'on se prépare. On essaie de courir un petit peu partout pour essayer d'augmenter nos statistiques en sachant que il faut les monter de façon à peu près égale pour être capable de monter son niveau. Monter de niveau. Et pour avoir ta capacité spéciale qui est propre à ton ensorceleur, tu dois aller dans ton école d'ensorceleur pour pouvoir augmenter cette capacité-là. Là. Et c'est le fun parce qu'à chaque fois que tu vas visiter un lieu, ben, tu as le choix après ça d'aller prendre une carte un petit peu narrative, savoir si tu vas visiter les alentours ou la cité. Donc, des fois, ça t'amène à faire des choix qui vont te donner des bonus qui vont t'avantager ou tu as pris une décision qui était vraiment mauvaise puis ça te rentre un petit peu dans le lore puis ça va te ralentir dans ta progression avant d'affronter les boss. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé la mécanique, de la façon dont on se bat puis toutes les petites cartes narratives, il y en a vraiment beaucoup. Fait que non, tu passeras pas au travers. Même après 3, 4, 5 parties, là, le paquet est assez volumineux puis on dirait que tu as tout le temps envie d'y retourner pour savoir, ah oui, c'est quoi la prochaine carte, ça va être quoi les prochains choix, mais vraiment des beaux petits textes narratifs qui mettent de l'ambiance alentour de la table, mais vraiment des belles parties, ce qu'on a fait, très agréable. Donc, pour moi, mon numéro 9, The Witcher, l'Ancien Monde. Excellent. Moi, je vais aller pour mon top 8, un jeu un petit peu plus léger, qui est sorti cette année, qui a fait un petit peu de bruit aussi, c'est Château Combo. Donc, très simple. Par rapport à The Witcher, c'est sûr que c'est très simple. Donc, on doit faire en fait un tableau de 3 cartes par 3 cartes avec les cartes qu'on a en main. Et puis, chaque carte, on va pouvoir la comboter avec une des cartes qu'on a sur notre tableau. Donc, toute la difficulté va être de choisir les bons combos pour faire le maximum de points. Sachant qu'au départ, dans les choix des cartes, on a les cartes qui sont dans le château et les cartes qui sont dans le village. On a un petit messager. Si le messager est sur les cartes, au niveau des cartes du village, on va choisir une carte village. Si le messager est au niveau des cartes du château, on va devoir choisir une carte château à notre tour. Mais on va pouvoir déplacer ce messager en dépensant une clé. On a un certain nombre de clés, puis certains combos vont nous permettre d'acquérir un certain nombre de clés aussi. Puis avec ces clés à la fin du jeu, ça va être des points. Donc plus on a de clés, plus on va faire de points. Et puis le but aussi, ça va être de faire des combos avec nos différentes cartes pour faire un maximum de points. Donc un petit casse-tête, c'est très rapide comme jeu. Oui. Donc on peut faire vraiment enchaîner les parties. Chaque partie va être complètement différente parce qu'il y a quand même pas mal de cartes aussi dans ce jeu-là. Donc avec chaque carte a une couleur. Et puis en fonction de la couleur, on va pouvoir faire nos combos avec les autres cartes. Un petit jeu super le fun. Moi qui aime bien les gros jeux, c'est vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. J'aimais ça parce qu'avec la petite mécanique des clés, quand tu les gères bien, ça te permet de t'empêcher de te bloquer vu que tu peux aller sur les 2 rangées. Ça, j'ai bien aimé ça. Des fois, quand on t'arrive, tu as juste une rangée de cartes que tu peux aller. Tu te retrouves avec 3 cartes qui ne sont pas intéressantes. Là, donc, ouais. Donc, pour moi, mon numéro 8, moi, je suis pas vraiment dans le léger. Yannick, je pense, dans mon top 10. Donc, mon numéro 8, c'est Lord of Hellas. Donc, Lord of Hellas, c'est un jeu, en fait, de conquête de territoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un jeu qui a vraiment une très belle prestance sur la table à cause des miniatures qui sont quand même assez grosses. Et ce que j'ai aimé beaucoup dans ce jeu-là, c'est qu'il y a plusieurs façons de gagner. Soit en conquérant des territoires, soit en battant des monstres mythiques, soit en réussissant à monter un monument, soit en conquérant certains territoires qui ont, quand tu gères un nombre de X de temples, en fait, ça te fait gagner la partie. Fait que tu as plusieurs avenues et on les a essayées, dans le fond, toutes ces avenues-là. Puis c'est le fun parce que quand tu es en train de te faire massacrer en termes d'unités sur la conquête des territoires, toi, tu peux te faufiler avec ton petit capitaine, dire je vais aller faire une quête. Je vais aller battre un monstre mythique. Est-ce que les monstres mythiques sont faciles à battre?
Non, mais c'est celui qui va donner le coup de grâce dessus, va faire en sorte que le monstre va y appartenir, puis quand t'en as 3 de battus, ben, tu gagnes la partie. Fait que, non, vraiment très intéressant, très belle prestance. C'est sûr que moi, j'ai comme toutes les tuiles terrain, les monstres, j'ai la version Kickstarter, c'est vraiment le fun. Puis même les joueurs qui ont essayé au début, c'était assez intimidant quand tu le vois sur la table, mais au final, tu sais, quand tu expliques les tours de jeu, tu sais, ça se fait quand même assez rapidement. C'est sûr que ceux qui ont le petit syndrome d'analyser toutes les options, oui, ça peut être long, mais sinon, les actions sont quand même rapides à faire. On s'entend, les monuments que tu construis dans le jeu-là sont 10 fois la grandeur et grosseur de ce que ton petit soldat. Oui, mais cette possibilité-là d'avoir 4 avenues différentes pour pouvoir gagner la partie, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis les figurines, là, merveilleux. Allez voir ça, Lord of Hellas, qui était mon numéro 8. Super, un très gros jeu, jamais joué, mais t'entends parler, ça donne le goût. Oui. Numéro 7 pour moi, un jeu qui est sorti cette année, le petit frère d'un autre jeu, c'est Pirates of Maracaibo. Maracaibo, le premier jeu qui est sorti, ça doit faire 2 ans qu'il est dans ma pile de la honte. J'ai la misère à le sortir, même si j'ai déjà lu les règles, j'ai déjà vu beaucoup de choses sur Maracaibo, qui était un excellent jeu. Mais Pirates of Maracaibo, une mécanique beaucoup plus simple en fait que son grand frère. On a un tableau de cartes, puis on va devoir faire évoluer notre bateau dans la mer des Caraïbes pour arriver jusqu'à Maracaibo et puis essayer de faire le tour de l'île pour récupérer des bonus et faire des points. C'est aussi simple que ça, mais quand même complexe dans la diversité des choix qu'on a à faire. Est-ce qu'on va partir sur la gauche de la map? Est-ce qu'on va partir sur la droite pour aller chercher tel ou tel bonus? C'est vraiment une question de choix dans ce jeu-là. Des fois, on va faire les bons, puis on va pas voir quelque chose que notre adversaire a vu. Et il va le prendre à notre place. Trop tard. Cette carte-là, elle était bonne à prendre pour nous aussi, mais on ne l'a pas vue. Je ne rentrerai pas dans le détail des règles, mais c'est vraiment un excellent jeu. Vincent aussi, c'est toi qui m'as fait découvrir ce jeu. J'ai fait waouh, il va se retrouver dans ma ludothèque. Et puis, comme de fait, il est dans mon top 10. Donc, Pirates of Maracaibo, vraiment super le fun. J'ai fait quelques parties de ce jeu-là. Et j'ai toujours adoré. C'est jamais la même partie, en fait. Non. Donc, vraiment le fun. La mécanique, même si elle reste la même, les parties sont toujours différentes. Donc, toujours super à jouer. Donc, je pense que je vais être dans la poursuite parce que c'est le premier jeu qu'on a en commun dans notre top 10. C'est juste que moi, il est en numéro 7. Il est en 7. Donc, à même place, oui, effectivement, Pirate. Tu sais, Yannick et moi, on se crée des besoins entre nous. On se montre des jeux, puis je pense 20 ans, t'as 48 heures. J'ai moi qui dis, je l'ai acheté, Yannick, il l'a commandé. Fait que c'est comme si on avait. Puis en même temps, Yannick, il dit, dans sa pile de la honte, le gros Maracaibo, tu sais, l'explication est simple. Elle se passe en arrière. Ouais. Quand tu as trop de jeux, la pile de la honte est de plus en plus grosse. Mais oui, Pirates of Maracaibo, vraiment une belle salade de points. J'aime beaucoup quand on avance dans le fond sur l'île de Maracaibo. Et le fait que ton chemin ne sera pas le même, c'est qu'à chaque fois qu'on réussit à acheter des cartes, ça en rajoute d'autres. Fait que oui, ça l'ouvre d'autres options, puis ton chemin ne sera jamais pareil. Puis je pense que j'ai jamais abordé une partie de la même façon. Soit que j'y allais plus en... Bon, tu sais, je vais faire plus des raids. Là, je vais y aller plus avec acheter des bâtiments, essayer de comboter. Tu sais, il y a vraiment plusieurs combos à faire. Puis moi, j'aime beaucoup ça. Si, exemple, j'ai gagné une partie en fonction d'une méthode, quand je vais refaire ce jeu-là, je vais juste employer carrément une autre méthode juste pour voir si c'est autant valable. Ouais. Mais super beau. Et moi, de mon côté, j'avais acheté le tapis en néoprène, là. Le tapis en néoprène qui a un fond bleu de mer, là. Moi j'aime beaucoup ça rajoute un petit peu, mais tu sais, comme on vous l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, on est des poules de luxe dans les jeux de société. Donc en numéro 7, Pirates of Maracaibo. Bon, notre premier croisé sur notre top 10. Mon top 6, c'est encore un jeu qui se joue à deux. Il s'agit de Seven Wonders Duel, le Seigneur des Anneaux Duel. Donc
déjà, juste la thématique, moi, ça m'a interpellé parce que Seigneur des Anneaux, c'est un grand classique, aussi bien au niveau des livres que la production de Peter Jackson au niveau des films. Donc, je crois que ça doit être une de mes trilogies, une de mes meilleures trilogies que j'ai jamais regardées. Il y en a d'autres, là, mais Seigneur des Anneaux, j'adore. Donc, juste la thématique, déjà, ça me parlait beaucoup. Et donc, ceux qui connaissent Seven Wonders Duel, ben, c'est exactement la même chose. Donc, on va se faire un tableau, il va y avoir un tableau de cartes, et puis ces cartes, on va pouvoir les choisir en fonction des attributs, en fait, qu'on va avoir, des gemmes, c'est difficile à expliquer comme ça. Je ne suis pas le meilleur pour expliquer les jeux non plus, mais on va pouvoir choisir ces cartes. Puis en fonction de ça, ben, on va pouvoir essayer de se faire une façon de gagner, parce qu'il y a 3 façons de gagner. La première, donc il y a un joueur qui incarne Frodon et Sam, et l'autre joueur va incarner un chevalier noir, donc au service des forces du mal, de Sauron. Et puis le but de Sam, ça va être d'aller porter l'anneau dans la montagne du destin. Je vais y arriver. Dans la montagne du destin, donc aller comme dans le film en fait. Le but du chevalier noir, ça va être de rattraper Frodon et Sam. Ou alors, on a aussi une carte avec les territoires du Seigneur des Anneaux. Si on arrive à avoir des soldats ou alors des tours partout sur la map, sur chaque endroit de la map, ben on va pouvoir aussi gagner la partie. La troisième façon de gagner, c'est, Vincent... En ayant les 6 icônes des peuples libres, en fait, ce qui est dans Seven Wonders Duel pour les icônes scientifiques. Ouais. Ça paraît pas que c'est mon top 6 parce que j'ai beaucoup de misère à expliquer. C'est pas grave, je suis là pour... On dirait que je l'ai jamais joué. Mais non, vraiment, j'adore la thématique. Puis la petite ligne, pas la ligne de temps, mais la ligne d'avancement, oui. C'est quelque chose qui est très original. Ouais. C'est un petit peu une course entre le Chevalier Noir et Frodon. Et donc, on voit des fois le Chevalier Noir s'approcher. Merde, il va falloir que... Oh, excusez, j'ai dit un mot qu'il ne faut pas dire. Il va falloir que j'aille chercher des cartes pour avancer sur ma progression de l'anneau, sinon je vais me faire rattraper. Donc, il y a une course à ce niveau-là. Super intéressant, les différentes façons de gagner. Donc, quand on voit qu'on n'arrive pas à un certain moment, parce qu'on est dépendant aussi des cartes qui vont être révélées sur le tableau, eh ben, on va essayer d'y aller sur une autre voie. Et puis, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais beaucoup de plaisir, encore une fois, à jouer à Seven Wonders Duel, le Seigneur des Anneaux Duel. Donc, pour moi, mon numéro 6, une autre grosse boîte, Wonderland War. Ah. Donc, Wonderland War, c'est un peu sur une thématique d'Alice au Pays des Merveilles, un petit peu badass. Ouais, j'ai hésité à le mettre, moi, dans mon top 10. Mais non, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un jeu de backbuilding, conquête de territoire, sélection de cartes pour tes actions. Quand on est dans la phase j'appelle ça la phase du thé. Oui, c'est ça. Tu sélectionnes tes cartes. Tes cartes te donnent accès aussi que tu vas mettre des jetons en fait dans ton sac pour te préparer aux batailles sur les différents endroits de la carte. Là, on s'entend, nous on a joué avec une version High Premium là, avec toutes les figurines, toutes les chips. Il est beau ce jeu. Ah oui, là, ça a pris du temps, mais il est sorti en retail. T'as juste envie de le sortir juste pour le mettre sur la table puis le regarder, c'est tout. Il est vraiment très beau, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les mécaniques de combat avec le backbuilding aussi, qu'il faut que tu saches quand est-ce t'arrêter, parce que quand tu es impliqué dans plusieurs batailles, dans différents, si tu épuises trop tes ressources, ben tu n'auras plus rien, sachant qu'à chaque round, il y a des territoires qui valent plus que d'autres. Oui. Et les factions que tu incarnes sont asymétriques dans le sens qu'on n'abordera pas les batailles. Ton plan de match sera pas le même. Je pense que chaque faction est intéressante à jouer. Moi, j'aime ça varier dans ces jeux-là. C'est pas autant compliqué que quand tu joues dans tes factions à Root. Mais tu sais, il y a quand même... il y a assez d'asymétrie pour vouloir essayer chaque faction. Puis, comme tu disais, les couleurs, les miniatures de jeu-là, c'est sûr que nous autres, on a une version
Premium. Quand j'ai vu la version 8, elle est super belle pareil. Mais c'est sûr qu'à coup sûr, je vais chercher la grosse version Kickstarter. Mais oui, puis les cartes, ils ressortiront, dans ta phase du thé, les cartes ne ressortiront pas jamais de la même façon. Donc, tu essaies de monter ton sac de chips le mieux que tu peux avec ce que tu as. Et ensuite, c'est d'essayer de gérer ces ressources-là que tu as dans ton bac pour justement pas manquer de ressources pour être capable d'être partout en même temps pour faire des points sur chaque champ de bataille que tu as. Moi, j'ai un petit reproche à faire à ce jeu. Puis, c'est un jeu où il va y avoir une part de hasard quand tu vas prendre tes jetons. Je suis jamais très chanceux au jeu de hasard. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'arrive très souvent de pogner les chips qu'il ne faut pas. Et donc j'ai toujours un petit peu de misère. Ça m'est déjà arrivé de gagner à ce jeu aussi. C'est les cristaux, les cristaux qui t'handicapent les jetons de folie en fait. Et donc quand tu en prends 3, il faut que tu recommences là, parce que tu remets tes jetons de folie dans ton sac et puis tu rebrasses tes affaires. Donc c'est sûr, plus tu as au fur et à mesure de la partie, tu vas avoir de plus en plus de jetons de folie, donc de plus en plus de possibilités de les piocher et puis de t'handicaper, parce que pendant ce temps-là, tu fais pas de points dans les combats. Mais c'est le petit reproche que j'ai, mais bon, faut gérer ça, parce que c'est un jeu de backbuilding, donc t'as pas le choix de jouer avec ça si tu veux y jouer. Mais comme Yannick il dit, comme il est pas chanceux, soit dans les lancers de dés, soit dans ces choses-là de hasard, aussi. Moi souvent, là, je vais placer mes affaires, puis là, je vais regarder Yannick. « Hey, salut Yannick, pourquoi toujours moi en premier? Parce que tu fais souvent pas les bonnes choses, fait qu'on y va! » Donc pour moi, mon numéro 6, Wonderland War, un excellent jeu. Parfait. On va rentrer dans le top 5. Oui. Donc, le top 5 des jeux qu'on a aimé jouer et qu'on a préféré jouer cette année. Mon top 5, c'est pas un jeu qui est très récent, mais que j'ai découvert cette année. Et c'est la Granja, l'édition de luxe. Toujours pour la même raison, poule de luxe. Donc, la Granja, on va gérer en fait notre ferme. Et puis en fonction des choix qu'on va faire, on va construire des charrettes qu'on va pouvoir aller porter au marché pour remplir des cases sur le marché. Il y a un marché général qui va nous permettre de faire des points, puis retirer les pions des autres pour faire encore plus de points. Il y a la piste sieste, très important la piste sieste, qui va nous permettre de jouer en premier au prochain tour, ou éventuellement, si on n'y a pas mis de cartes, de jouer en dernier, puis forcément ça va nous désavantager. On va pouvoir cultiver des ressources pour pouvoir faire des ressources transformées et puis aller les vendre au marché. Vraiment une complexité dans ce jeu-là. Il y a beaucoup de voies différentes pour faire des points. La façon principale de faire des points, je te dirais, c'est de mettre ses pions sur le marché général. C'est là qu'on va réussir à faire beaucoup de points. Mais il y a aussi une part de hasard aussi, dans le sens où tu vas être dépendant des cartes que tu vas piocher. Mais sur ces cartes-là, tu as 4 possibilités avec une carte. Donc sur chaque côté de la carte, tu vas pouvoir la mettre en haut pour essayer de compléter une charrette. Si tu mets ta carte sur le côté droit de ton board, ça va être pour extensionner ta ferme puis avoir plus de possibilités. Par exemple, sur ton élevage de cochons, tu vas pouvoir élever plus de cochons. Si tu élèves plus de cochons, ça va te faire plus de viande. Donc tu vas pouvoir faire plus de choses sur ton board, sur le board général au niveau de la viande. La face du dessous de la carte va te permettre d'avoir des améliorations qui vont t'aider, permanentes, qui vont pouvoir t'aider tout au long de ta partie. Et sur la gauche, ça va être de développer pas ton industrie, mais tes champs en fait, où tu vas pouvoir cultiver du raisin, tu vas pouvoir cultiver du blé, tu vas pouvoir cultiver des olives, qui vont pouvoir te permettre de faire des produits transformés pour aller les vendre aussi au marché. Une complexité dans tout ça, et essayer d'arranger tout ça, c'est jamais très simple. Essayer de trouver la meilleure solution avec ta carte. Où est-ce que je vais placer ma carte pour qu'elle soit le plus avantageux pour moi? Un jeu que j'aime vraiment beaucoup, qui est assez casse-tête. C'est un jeu expert, on va le dire. Les parties sont pas si longues que ça.
Mais on a-tu joué à 4? On a joué au minimum à 3, je pense. Ouais, à 3. Il y a quand même beaucoup d'analyses à faire dans le sens que, tu sais, quand tu as tes cartes, vu que tu as 4 possibilités, ben c'est ça qui est long. Le fait que si tu la mets à telle place, ben tu vas perdre autre chose. Il y a vraiment des choix déchirants à faire. Oui. Puis je pense que c'est là que c'est le plus long, je pense, dans le jeu. Parce qu'un coup que tu as sélectionné ta carte, là, après ça va vite. Après ça va, oui. C'est ça. Mais le choix de la carte, des fois... il y a des cartes qui sont très bonnes pour chaque endroit de la carte. Et puis, c'est quelle façon je vais la mettre pour qu'elle me rapporte le plus de points. Puis, c'est pas forcément évident parce que tu peux pas prévoir non plus ce qui va se passer au niveau des autres joueurs. Et puis, tu gères en fonction de ton board, sachant que les autres joueurs, probablement, ils vont faire des choix qui vont te bloquer, pas te bloquer, mais te désavantager un petit peu par rapport à un autre choix que tu aurais pu faire. Donc, j'adore vraiment ce jeu-là, toujours beaucoup de plaisir à le sortir puis à jouer. Fait que là, on vous rassure, là, à la maison, là, tu vas acheter la Granja là, normale en magasin, tu vas avoir autant de plaisir, mais c'est pas la Deluxe. Ben, dans la Deluxe, en fait, tu as toutes les extensions. En fait, c'est pas des extensions, mais c'est des modules que tu vas pouvoir ajouter pour ajouter un petit peu de profondeur au jeu. Mais il n'y a pas de question de figurines ou quoi que ce soit là-dedans. C'est juste que l'édition Deluxe, ils ont regroupé vraiment tous les modules dedans. Donc, ça te permet d'ajouter beaucoup de choses et puis d'ajouter de la profondeur au jeu. Mais déjà, le jeu en lui-même, là, il est déjà très bon, très bon. Effectivement. Donc, pour moi, mon numéro 5, c'est Dead Cell. Donc, Dead Cell, un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. C'est un jeu de fin d'année. Hein. On est en plein dedans. Là, je suis dans une campagne. J'ai vraiment beaucoup aimé les mécaniques. Je n'ai jamais joué à ce jeu vidéo. Fait que je suis tombé direct avec le jeu de société. Fait que oui, dans ce jeu-là, tu as plusieurs biomes en fait là, que tu vas devoir traverser avec tes personnages. Est-ce que tu vas les réussir tout d'un coup? Non. Fait que là, je te le dis tout de suite, tu risques de mourir et la mort, c'est correct. Parce que quand tu meurs, ben, tu améliores ton personnage, ton deck de cartes, ça peut te donner des avantages en début, en milieu de partie. Fait que tu sais, c'est un jeu que tu n'auras pas le choix de revenir dans les différents biomes parce qu'à chaque fois que tu avances, tu débloques des choses que tu n'avais pas accès avant. Okay. Donc, souvent, comme exemple, on commence dans le premier biome qui est les égouts. Ben, tu as un choix. Non, c'est les quartiers de la prison, excusez. Le premier biome, c'est les quartiers de la prison. Quand tu commences le jeu, tu n'as pas le choix de prendre l'embranchement de droite parce que l'embranchement de gauche sur les toits de la prison n'est pas accessible parce que tu dois débloquer des runes. Donc, on a 7 ou 8 runes à débloquer. Ils peuvent être débloqués à travers les biomes, à travers les boss, à travers des tuiles que tu as découvert. Et ces runes-là font en sorte que précédemment, dans des biomes précédents, ben ça va débloquer en fait leur pouvoir. Exemple, il y a des embranchements que tu vas pouvoir prendre, des tuiles que tu as mis dans un biome, ça va te permettre de te les révéler. Fait que tu sais déjà ce qui va t'attendre dans le biome. Bref, ils ont différents pouvoirs. Je ne spoilerai pas le jeu parce qu'il y a quand même un aspect de progression, de campagne. Et tu sais, souvent pendant le jeu, bon, ben, on va ramasser des dents qui est la monnaie du jeu pour acheter soit des cartes équipements. Et ces cartes équipements-là vont grossir au fur et à mesure quand tu vas débloquer des schémas. Donc, ces schémas-là, c'est des cartes particulières que tu ramasses à travers les différents biomes, à travers les différents boss, que tu vas rajouter quand tu les as acquéris dans ton deck d'items principal. Fait, ton deck se retrouve grossi dans les choix que tu as pour les armes. Et tu as une autre ressource aussi qui est très importante qui est les cellules. Donc les cellules, c'est ça qui te permet d'acheter des cartes soit au niveau survie, tactique, brutalité. Et ces cartes-là, ça peut rajouter plein d'affaires, soit des capacités, des cartes pour améliorer ton deck, bref, une panoplie de nouvelles cartes que je ne spoilerai pas parce que ça fait partie de la découverte du jeu. Donc c'est un jeu que il est quand même, je trouve que ça se joue rapidement. Les biomes quand tu es habitué. J'ai joué à 2, à 3. Je suis pas tant un tripeux de la variante à 4 joueurs, où c'est qu'il y a un joueur qui ne joue pas. Pendant les combats, oui. Moi, j'aime pas ça. En temps normal, que tu sois à 2, 3, 4, il faut que tu joues quelque chose. Fait, la variante à 4 joueurs, pas tant fameux. Je pense que dans sa meilleure configuration à 3, je pense que c'est la meilleure parce que tout le monde
joue une carte dans la variante à 2 joueurs, tu as tout le temps un joueur qui va jouer 2 cartes, l'autre une, sachant que tu as toujours 3 cartes en main. Et le premier joueur va souvent changer. Oui. Dépendamment de quelle tuile que tu as. Et d'être premier joueur, ça peut être bon, comme ça peut être pas tant bon non plus. C'est bon. Donc, Dead Cell, un excellent jeu. Je n'ai pas fini la campagne. Pour les gens qui se demandent s'il y a de la rejouabilité, présentement, où c'est que je suis, la journée où je vais finir le jeu, oui, je pense qu'il y a une certaine rejouabilité dans le sens que avec les autres personnages que tu n'as pas utilisés, tu vas aborder les choses différemment. La journée, je vais avoir passé à travers tous les autres personnages, non, mais il reste que j'ai quand même le goût de revenir dans les différents biomes et essayer de battre les différents boss pour savoir, tu sais, qu'est-ce que je vais ramasser. Est-ce que je vais pogner quelque chose qui va encore plus m'aider? Fait que oui, tu meurs souvent, oui, tu recommences souvent. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non, mais de mon côté, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'aspect évolutif, puis que c'est quand même assez rapide comme jeu. Oui. À voir aussi si éventuellement peut-être il y a une extension qui va sortir à un moment donné. Ça va rajouter de la rejouabilité, on verra. Là. On n'est pas rendu là, mais oui, très bon jeu. J'adore en fait la façon de sauvegarder en fait ta partie. Oui. C'est comme un jeu vidéo vraiment. C'est un jeu vidéo vraiment qui a été très bien retranscrit en jeu de plateau. Donc on peut sauvegarder sa partie, puis tu reprends où est-ce que tu en étais. Et puis, oui, on meurt beaucoup, comme dans le jeu vidéo. Et quand on meurt, on a acquis de l'expérience, on a acquis des capacités supplémentaires. Donc, on va pouvoir progresser dans le jeu, on va pouvoir aller tuer des ennemis plus facilement. Et puis, on va grossir les capacités de notre personnage pour aller tuer le boss de tableau, finalement. Hein. Un biome, c'est comme un petit tableau. Puis, au bout de certains tableaux, tu arrives au boss. Quand tu arrives au boss, tu as acquis de l'expérience, tu as acquis des capacités. Puis, ça va te permettre de vaincre le boss. Non, vraiment super bien fait. Et puis ce qui m'amène à mon top 4, qui est Dead Cells. Donc je ne reviendrai pas dessus, on a en plus fait une vidéo là-dessus, parce que c'est un jeu qu'on a fait tirer le mois passé. Donc on avait fait une petite vidéo là-dessus, vous pourrez aller la voir. Donc je ne reviendrai pas dessus, tu vas me donner ton top 4, on a bien parlé, et puis on a fait le tour déjà. Donc mon top 4, je l'ai mis en top 4 parce qu'il y aurait peut-être pu être dans mon top 3, parce que malheureusement, je n'y ai joué qu'une seule fois. Mais j'ai vraiment tripé sur le jeu. En plus, il est très beau le jeu. Oui. Il a été très bien retranscrit au niveau par rapport aux jeux vidéo. Un super beau jeu sur la table. Puis quand tu meurs, tu dis non, on ne peut pas s'arrêter là. C'est comme un jeu vidéo, ça devient addictif. Là, on a envie de continuer tout le temps. Donc, il aurait pu être dans mon top 3, je l'ai mis dans mon top 4 simplement parce que j'y ai joué juste une fois. Le seul tic que j'ai trouvé, comme dans plusieurs fabricant de jeux, c'est que moi, on t'a dit, quand on se livre les jeux, ils rentrent pas tous. Ouais, ça c'est serré. Ça rentre pas tout. Ça rentre serré. Mais ne vous inquiétez pas, si tu le livres, ça rentre tout pareil. C'est juste qu'il va falloir que tu réorganises où tu places tes affaires. Mais pour de vrai, moi, j'ai sleeve tous les jeux parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux qui valent pas cher. Fait que moi, je tiens à les sliver pour justement... c'est comme on disait l'autre fois dans une précédente vidéo, c'est pas tout le monde qui prend soin des jeux comme nous, on les prend. La fameuse personne qui arrive, qui joue à des jeux de société une fois par année, que tu y offres des crottes de fromage, puis qui fait « Hey, salut, je vais mettre ça sur ta carte. » Non! On ralentit. Après... Des jeux que tu sors souvent, ça vaut le coup. Maintenant, c'est sûr qu'un jeu qui n'est pas slivé, un accident, ça peut arriver. Donc c'est plus par prévention aussi pour certains jeux où les cartes sont moins manipulées, mais tu sais jamais ce qui peut arriver. Donc, oui. Donc mon numéro 4, c'est les Ruines perdues de Narak. C'est pas un jeu de l'année, mais non, mais très bon jeu. À chaque fois que j'y joue, j'ai vraiment beaucoup de plaisir là, de voir à chaque round le nombre de possibilités qui augmente, soit sur la piste du temps, soit en allant explorer les différentes contrées, puis en ajoutant les différentes extensions, ça amène beaucoup de possibilités, dans le sens que quand tu achètes certaines extensions, la première, ça donnait des pouvoirs, dans le fond, à chaque personnage. Ce qui aide à appréhender le jeu d'une façon différente, parce qu'à la base, dans le jeu de base des personnages, il n'y a pas de différenciation à part leur couleur. Là. Fait que oui, il y a une gestion de ressources à faire, de la façon dont tu joues tes cartes. Oui, tu t'en vas explorer, mais la piste du temps n'est pas à négliger aussi. Surtout qu'en sachant que dans le concept d'exploration, je trouve beaucoup que ça ressemble à Indiana Jones, là, vraiment beaucoup. Et quand tu t'en vas explorer le temple, c'est la logique des choses.
choses, de faire progresser ta loupe avant ton manuscrit, sachant que ton manuscrit ne peut pas dépasser ta loupe. Il peut être égal, mais jamais en haut de main. Puis c'est la logique des choses. Je vais explorer pour pouvoir transcrire mes observations, ce que j'ai vu. Et c'est quand même très difficile de se rendre à la fin du temple, et d'essayer d'aller chercher la grosse plaquette qui fait le plus de points. Tu en as en citron des ressources à aller chercher. Puis dans les autres extensions, où tu as un volet campagne, puis tu as un volet aussi que ça rajoute différentes pistes de temple aussi. Ça différencie un peu les différentes choses que tu peux faire là, dans le temple. Un excellent jeu. Oui, il y a une petite partie de deck building. Est-ce que tu vas finir avec un paquet de 40 cartes? Non. Mais tu vas essayer d'optimiser d'optimiser ton paquet le plus possible en achetant soit du matériel, soit des artefacts puissants qui vont te donner un avantage instantané quand tu l'achètes, puis que tu vas pouvoir avoir un coup que tu vas reprendre ton paquet en main, sachant que quand tu achètes des cartes, si je ne me trompe pas, ils retournent sur le dessus de ton deck. Ou à moins que je me trompe, là. Ça se peut que je me trompe. Sur le dessus de ta défausse? Je ne sais plus. J'y ai joué il y a longtemps, puis ça fait très longtemps que j'ai pas joué. On vérifiera. On vérifiera. On va vous mettre ça en commentaire. Mais bref, il y a un petit aspect deck building, de gestion de ressources, de placement d'ouvriers, puis tout ça. C'est un beau combo de plein de mécaniques de jeu qui se marient très bien ensemble. Je trouve que la thématique est très bien retranscrite. C'est un très beau jeu aussi. Moi, j'avais fait faire un insert 3D vraiment là, avec les couleurs que je mets sur le plateau, avec la pyramide avec les plaquettes en 3D qui fait que le jeu il pop encore davantage. Mais vraiment un excellent jeu. Donc, Les Ruines perdues de Narak pour moi, pour mon numéro 4. Super bon jeu. On arrive dans le top 3. Oui. Mon top 3, tu vas voir que je ne suis pas rancunier, puisque mon top 3, c'est From the Moon. Donc, un jeu pas d'exploration, mais un jeu sur une thématique que j'aime bien, c'est l'espace. Donc on représente une petite faction avec nos astronautes et puis on va aller ramasser des ressources pour la Lune parce que la Terre n'est plus habitable. Et donc on va essayer d'aller explorer des satellites d'autres planètes pour voir si on peut y déposer des colonies. Donc il y a trois planètes qui sont à explorer, puis il faut qu'on prépare ces vaisseaux pour aller explorer ces planètes. Donc on va devoir construire entre guillemets notre vaisseau. Donc sur notre vaisseau il y a des tuiles qu'on va pouvoir découvrir qui vont nous ramener à un certain point. Quand toutes les tuiles d'un vaisseau ont été découvertes, ce vaisseau là est prêt à partir. Donc le premier qui arrive à faire le vaisseau, ça va lui ramener plus de points. On a aussi, donc on va devoir aller sur la Lune avec notre petit rover et nos explorateurs, nos spationautes, nos cosmonautes, dépendamment de quelle région du monde on vient, et pour aller ramasser des ressources. Donc ces ressources, on va pouvoir les dépenser évidemment pour aller sur le plateau principal. On va pouvoir construire des serres, ces serres qui vont être nécessaires à faire de la nourriture, parce que nos astronautes, il faut bien les nourrir. Donc si à la fin du tour, on n'a pas assez de nourriture pour eux, on va perdre des points de victoire. Évidemment, il faut les faire manger, ces gens-là. On va pouvoir construire des laboratoires. En fonction, sur ces laboratoires, on va pouvoir faire des expériences, puis ces expériences vont nous rapporter des points. Donc on va pouvoir avancer sur la piste de temps. Je crois que c'est 10 périodes. Ouais. Je ne sais plus. Et puis à la fin de la 10e période, ça met fin à la partie. Le premier qui va y arriver va avoir un avantage à aller sur la période suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut construire des bâtiments. Donc ces bâtiments, on va pouvoir les mettre sur la Lune. En fonction du choix où on va les poser, ça va nous rapporter des bonus. Ça peut nous rapporter des bonus s'ils sont à côté après de rovers d'adversaires, ou alors s'ils sont à côté de nos rovers. Donc ça va pouvoir faire, c'est une grosse salade de points. On a énormément de possibilités de faire des points. Il n'y a pas une façon de gagner à ce jeu-là. Un jeu qui est complexe aussi, c'est un gros jeu, on va le dire, c'est un gros jeu, ce qui n'est pas forcément très long. Mais je disais que je ne suis pas rancunier au début parce que la première fois que Vincent a joué, je me suis fait torcher comme il faut.
Mais il a tout de suite catché toutes les mécaniques pour faire les points. Et puis moi, j'ai démarré très tard. Et je me suis fait détruire au jeu. Donc, je pense qu'à rendu à un certain point, c'était même plus de battre Yannick. Tu sais, souvent dans les jeux. Je voulais aller voir jusqu'où il pouvait aller. Jusqu'où je pouvais aller. Fait que là, tu sais, souvent on disait, bon, ben, plus 100, plus 200. Je dis, hey, y a-tu vraiment du monde qui se rend à plus 200? Puis finalement, je pense que j'étais rendu à 196 points. Là, j'étais, let's go! Puis là, ben, c'est ça. Mais, moi, je le regardais faire. J'avais plus de. C'était sûr que je pouvais pas le rattraper. Donc, ah ouais, amuse-toi. Donc non, From the Moon, un jeu qui présente très bien aussi, complexe dans sa façon de gérer ses points, vraiment super. Mon troisième, mon coup de cœur numéro 3 de cette année. Donc pour moi, mon top 3, Yannick en a déjà parlé précédemment, c'était Mon précieux et pauvre Frodon! Et c'est le Seigneur des Anneaux Duel. Donc, Seigneur des Anneaux Duel. Je suis bien content de pas... J'avais testé Seigneur des Anneaux, pas Seigneur des Anneaux, mais Seven Wonders Duel. Je l'avais essayé. J'avais beaucoup aimé, je ne l'ai pas acheté. Je suis content de ne pas l'avoir acheté parce que j'aime vraiment plus la version Seigneur des Anneaux, vu que, un peu comme toi, je suis un tripeux de Seigneur des Anneaux. Et ce que j'ai aimé, il y en a qui l'ont peut-être pas remarqué, là, mais si tu alignes certaines cartes ensemble, exemple de combat, mais tu vas revoir une scène du film. Des films, exemple la bataille pour le Balrog ou du Gouffre de Helm. Fait que s'il y en a qui ne l'ont pas testé, là, sortez vos cartes puis essayer de les assembler ensemble, ça fait une période du film là, qui fait une image. Les cartes combat de chaque ère en fait. Et en fait, chaque pile de Seven Wonders Duel, donc la pile numéro 1 représente le premier film, le 2 le deuxième film, le 3 le troisième de la série. Donc c'est le fun d'avoir ça aussi. Non, ça c'est vraiment bien. Puis ce que j'ai aimé dans cette version-là, c'est qu'il n'y a pas d'option d'y aller au point. Soit tu rassembles les 6 peuples libres, soit tu as fait avancer l'anneau ou tu as rattrapé Frodon, soit tu as une présence militaire dans le fond sur les régions du plateau, là, que ce soit du Gondor, c'est très bien représenté. Puis tu as des tuiles particulières, j'ai oublié le nom, tu as des tuiles, t'as des tuiles de pouvoir en fait que tu peux aller chercher, en sachant que le dernier qui a pris la carte ne commencera pas la prochaine âge. Fait que des fois, tu arrives à la fin avec la dernière carte, tu peux pas aller la chercher, tu vas aller chercher comme une tuile avec les ressources pour justement t'éviter d'aller chercher la dernière carte pour pouvoir commencer le prochain round. Puis tu sais, graphiquement, c'est vraiment très représentatif de ce qu'est le Seigneur des Anneaux. Et ce que j'ai aimé beaucoup, c'est qu'ils ont simplifié en fait le système de ressources ou d'argent, parce que dans Seven Wonders Duel, tu avais comme un petit calcul à faire. Des fois, ça pouvait mêler les gens pour acheter des ressources. T'sais, là, ils ont vraiment simplifié le système de retour de ressources, de sous que tu pouvais avoir, tout ça. Fait que juste de le simplifier là, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup aimé le Seven Wonders Duel. Puis à chaque fois que ça arrive, les cartes ne sortent pas non plus de la même façon. J'essaie d'y aller de différentes façons. T'sais, comme là, j'ai pas encore réussi à conquérir tous les territoires, d'avoir une présence sur tout. C'est la façon qui est la plus difficile de faire, je pense. C'est pas évident, là, mettons. Là, j'ai essayé à plusieurs reprises, puis finalement, je me suis découragé. Mais je vais le retenter quand je vais rejouer. Mais un excellent jeu d'affrontement. Donc pour moi, mon numéro 3, Seigneur des Anneaux, Duel. Excellent, un très bon jeu. Mais moi, il était dans mon top 10, mais 6e position. Mon coup de cœur numéro 2, mon top 2 de l'année 2024, c'est un petit jeu qui est Harmonize, donc un jeu de fin d'année 2024. Mais il était dans tes mentions spéciales, donc moi je l'ai mis dans mon top 2 parce que c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué, je crois, même si c'est un jeu qui est de fin d'année 2024. On a enchaîné les parties, principalement avec ma conjointe. À chaque fois qu'on dit on fait un jeu, on va jouer à Harmonize. Donc c'est un jeu qui est rapide en plus, donc si tu as envie de jouer à un gros jeu après, tu peux faire une petite partie de Harmonize avant ou après ton gros jeu. C'est beau, les petites tuiles en bois, c'est vraiment représentatif des choix que tu as à faire. Un casse-tête au niveau du placement des tuiles en bois en fait, des jetons en bois. Les objectifs qui vont être différents.
On le disait tout à l'heure, des fois tu peux te bloquer toi-même. Si tu n'as pas réfléchi suffisamment, des fois il y a des placements qui disent oh, si je le mets là, ouais, mais celle-là, ça va me bloquer sur cet objectif-là. Donc c'est vraiment un casse-tête, un espèce de puzzle que tu vas faire évoluer constamment pour faire le plus de points possible. Harmonize, c'est vraiment mon top 2, là, je le ressors n'importe quand celui-là. Donc pour moi, mon numéro 2, c'est un petit jeu aussi. Non, c'est une joke, c'est pas un petit jeu, c'est juste une petite boîte, mais très pesante, et c'est Too Many Bones. Donc, Too Many Bones, j'y ai joué quand même beaucoup cette année. Donc, on interprète un Gearlock. En fait, on essaie d'éliminer en fait un tyran de la boîte de... Moi, j'ai que la boîte de base, il y a 7 tyrans, donc qui grandit en fait en difficulté. Dans le fond, c'est des combats tactiques avec des chips de poker. C'est une très belle production. Chip Theory Game, c'est des jeux, oui, qui sont très qui justifient son prix aussi. Oui, parce que c'est toutes des cartes en PVC, tapis en néoprène, des jetons de poker, là, toutes customisées, décustomisées aussi. Fait que dans Too Many Bones, on essaie de vaincre le tyran en fait qu'on a choisi, qui est en difficulté croissante. Et donc, on doit réussir à le battre en temps de journée et avoir tant de points, entre guillemets, d'expérience pour pouvoir atteindre le tyran, pour pouvoir le défier. Donc, à chaque fois, on va tirer une espèce de carte narrative où on va avoir des choix à faire. Ces choix-là peuvent te permettre de faire, ça peut être un mini-jeu, ça peut être un combat tactique, ça peut être d'améliorer, en fait, son personnage. Donc, les combats sont sur un plateau 4x4, où c'est que c'est vraiment très tactique. Tes déplacements sont importants. Dans quel ordre tu vas éliminer tes adversaires vont être très importants aussi. Fait que c'est vraiment très, très, très tactique, en fait, comme jeu. Et ma partie préférée de ce jeu-là, c'est vraiment de monter ton personnage. Donc, ton personnage, c'est avec des dés customisés que tu peux évoluer, et chaque personnage a ses attributs spécifiques. Tu en as un que c'est un tank, t'en as un qui il va guérir, t'en as un qui attaque à distance, t'en as un qui... Et ils ont toutes leurs particularités avec des arbres de compétences différentes. Fait que tu vas pouvoir améliorer leur santé, leur dextérité, qui fait en sorte que plus que tu as de dextérité, plus que tu peux lancer de dés, plus que tu peux avoir de points d'action que tu peux faire. Et tous les arbres de compétences et toutes leurs spécificités. Donc, j'en ai un exemple que lui, il lance des bombes à distance. Fait que lui, il s'amuse à récupérer différents matériaux, et ces matériaux-là, ça permet de fabriquer des bombes pour éliminer à distance le personnage direct, mais tout ce qui se fait alentour. Plus que tu l'évolues, ben lui, il peut avoir des bombes incendiaires, il peut avoir différents styles de bombes. T'en as un autre qui s'appelle Capitaine, que lui, c'est plus un tank aussi, qui va se protéger, manger beaucoup de dégâts pendant que les autres vont attaquer. Tu en as un qui va... il y a des capacités spéciales au niveau de la rage. Plus que sa rage est élevée, plus qu'il peut faire de dommages, que de possibilités. Et quand tu brasses tes dés, il n'y a aucun dé qui est inutile. Ça veut dire que si, exemple, tu arrives puis Too Many Bones, sur une facette du dé, tu as des os, ben ces os-là, tu peux les prendre puis les mettre dans ton plan de secours. Fait que plus que tu as d'os, plus que ton plan de secours va être puissant. Fait qu'il n'y a aucun dé qui est inutilisé. Fait que tu montes ton personnage, tu piges tes différentes cartes narratives pour faire tes choix, tu as différents combats et te rendre jusqu'au boss. Et quand tu es rendu au boss, ben, tu as gagné la partie. Et tu t'en vas au prochain tyran qui est en difficulté croissante. Est-ce que c'est facile? Non. C'est un jeu qui est quand même très, très, très tactique. Est-ce que c'est un jeu qui est fait pour tout le monde? Non. Je pense que c'est un jeu qui s'apprécie. Tu feras pas... Il faut jouer plusieurs parties. Il faut que tu joues plusieurs parties pour comprendre ton personnage. Quand tu comprends ton personnage, là, tu vois toutes les possibilités, toutes les options que tu as. Au début, je voulais le prendre en anglais. Il y a vraiment quand même beaucoup de texte sur les aides de jeu. C'est quand même... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de texte sur les aides de jeu, mais ça dit ce que ça a à dire. Tu es capable quand même de te repérer facilement. Je suis content qu'il ait sorti la version française, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de Chip Theory Game qui font en français. Je pense que Too Many Bones, pour l'instant, c'est le seul qu'ils ont présentement, en espérant que toutes
Cloud Spire, Burn Cycle, puis ça finisse par sortir en français, mais tu sais, chaque jeu que Chip Terry sort, ils ont vraiment des très très belles productions. Puis là, pour l'instant, avec Too Many Bones, mon top 2, un jeu de combat tactique, puis aussi que tu montes ton personnage, là, vraiment un excellent jeu, je vous le conseille fortement. Excellent. Je l'essaierai à un moment donné, tu me feras essayer ça, mais ça va être quelque chose, je pense, une première partie pour moi de ce jeu-là. En tout cas, on arrive au top 1, donc oui. Les jeux auxquels on a préféré jouer cette année. Mon top 1 qui se retrouve dans tes mentions spéciales. Donc mes deux premiers, top 1, top 2 qui se retrouvent dans tes mentions spéciales, c'est Edge of Rome. J'adore ce jeu. On a eu la chance au mois de décembre de jouer avec un petit rassemblement en fait que Mathieu de la chaîne On Joue-Tu avait fait. Et puis j'avais sorti en première partie qu'on a joué, j'avais sorti ce jeu-là. Je sais pas combien il était, 20, 25. Et puis à chaque fois c'était ouais, il est bien beau ce jeu. Oui, il est très beau. Il est très beau et ça présente très bien. Moi j'ai la version retail, donc toi tu as la chance d'avoir la version Kickstarter en plus avec les tuiles en acrylique, donc c'est encore plus beau. Vraiment déjà un jeu qui est très beau sur la table, puis qui représente bien, donc on a les différents endroits où Rome avait des colonies en Afrique, en Espagne, etc. Donc des endroits qu'on va devoir développer en y mettant des bâtiments militaires, des bâtiments pour faire de la nourriture, des bâtiments politiques, des bâtiments de culte. Donc on va pouvoir construire ça. Quand on a réussi à construire les 3 niveaux, puisqu'il y a 3 niveaux, on va récupérer une tuile qui va nous donner une capacité particulière par rapport au bâtiment qu'on a fait. Mais ce n'est pas forcément celui qui va vouloir avoir cette tuile-là qui va l'avoir. Parce que le plateau, à la fin de chaque tour, il tourne d'un quart de tour ou d'un demi-tour. Ce qui fait que si on a mis la tuile numéro 2, ça se peut que ce soit notre voisin de gauche qui va pouvoir mettre la tuile numéro 3. Donc c'est vraiment un coût à calculer. Au début, les gens sont un petit frileux de mettre une tuile numéro 2. Puis à un moment donné, tu es obligé de les mettre parce que toutes les tuiles numéro 1 sont sur le plateau. Et si tu veux acheter un bâtiment et puis faire des points, il va falloir que tu mettes une tuile numéro 2. Et puis tu vas peut-être donner un avantage effectivement à un adversaire. À toi de voir si cet avantage-là, il va être justement avantageux pour lui ou pas. Parce que chaque personnage qu'on a, il y a une capacité particulière. Par exemple, il y a des personnages qui vont avoir plus tendance à faire des points au niveau militaire. Donc si ce personnage-là arrive à mettre le jeton, le 3e bâtiment militaire, il va récupérer le jeton militaire. Puis une fois qu'il va avoir une égalité sur la carte militaire, la carte pas de combat, puisqu'il n'y a pas de combat, mais la carte d'invasion militaire, s'il y a une égalité entre les deux, lui il va trancher l'égalité, puis il va avoir la majorité. Donc ça peut donner certains avantages, par exemple au niveau des votes, au niveau du Sénat, on va, au lieu de récupérer 2 points quand on va aligner 3 jetons, 3 votes sur le Sénat, au lieu de récupérer 2 points, on va récupérer 3 points. Donc ces jetons-là qui peuvent être très importants pour nous pour faire des points. On va débloquer, comme tu le disais tout à l'heure dans ton explication, quand on va avancer sur la piste de gloire, on va pouvoir développer des partisans qu'on va pouvoir mettre sur les bâtiments qui vont nous rapporter des avantages. On essaye d'y aller en fonction de notre personnage. Si on a un personnage qui a un avantage à aller faire des votes, on va essayer d'aller faire le plus de points sur les votes, puisqu'on va avoir plus de facilité pour le faire. Donc c'est un jeu qui, comme tu le disais, il y a quand même beaucoup de rejouabilité dans le sens où on n'est pas obligé de jouer chaque personnage et puis à chaque fois. Donc on va essayer les différents personnages pour avoir une voie pour faire nos points. Un jeu que vraiment, c'est un jeu, on me dit tu veux jouer à Edge of Rome? Oui, tout de suite. Ça c'est un jeu que j'adore. Ça n'a pas été facile de mettre un top 1, mais c'est un jeu, peut-être que le fait que c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, l'attrait de la nouveauté fait que je l'ai mis top 1, peut-être, on verra l'année prochaine s'il va se retrouver dans le top 10, mais vraiment un jeu que je sors n'importe quand, ça, Edge of Rome. Pour moi, mon top 1, c'est vraiment
une très grosse boîte. Je pense que c'est la plus grosse boîte que j'ai dans ma ludothèque et c'est un jeu de campagne narratif Isoforian Guard. Donc, dans ce jeu-là, on incarne en fait des gardes sur plusieurs campagnes. Il y a 5 campagnes dans le jeu et à chaque campagne, on va interpréter dans le fond 2 gardes différents selon leur point de vue en fait de l'histoire où ils sont rendus. Donc on est vraiment sur un gros plateau en fait de campagne à 108 points où on va devoir se promener dans les différents points d'intérêt et chaque point d'intérêt amène des combats ou une scène narrative où on va devoir faire des choix pour faire progresser en fait l'histoire. Donc dans ce jeu-là, je pense que dans tous les jeux que j'ai vus, je pense qu'il n'y a rien que je peux pas faire dans le jeu-là. Tu as une partie exploration. Les combats, en fait, comment ça fonctionne, c'est avec des jetons de poker, un peu un back building. Donc, tu vas piger un certain nombre de chips que tu vas pouvoir faire activer tes cartes avec ces jetons-là. Donc, dépendamment où tu es dans l'histoire, tu vas affronter tel ou tel ennemi et les ennemis fonctionnent tous avec un deck d'intelligence artificielle où c'est qu'ils ont chacun leur deck propre, les ennemis, et on va retourner des cartes, ils vont faire leur effet et tu vas essayer de les vaincre. Donc dans ce jeu-là, oui, tu as beaucoup de narratifs, mais tu as des quêtes secondaires, tu peux arriver dans des villes parce que tu as plusieurs points d'intérêt, tu as des points beiges, tu as des points bleus qui sont pour quand tu vas aller explorer les rivières, mais pour pouvoir les explorer, il faut que tu construises un bateau. Quand tu arrives sur des points oranges, ben, c'est des points d'intérêt où, exemple, tu arrives sur une ville, okay? La ville est représentée sur la carte, mais quand tu vas rentrer dans ton jeu, ils vont zoomer sur la carte où c'est que tu as plein de points d'intérêt. Tu vas pouvoir crafter des items, acheter des potions, vendre ton équipement. Fait que tu sais, il n'y a rien que tu peux pas faire dans ce jeu-là. C'est quasiment un Donjons et Dragons. C'est vraiment un très gros jeu. C'est pas tant compliqué, mais c'est un jeu qui prend beaucoup de place. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs. Écoute, ça prend ta table au complet, Yannick. Il y a rien. Ça prend tout l'espace. C'est vraiment un très beau jeu. Au niveau du matériel, là, c'est... de mon côté, là, j'ai jamais vu on sent l'émotion quand on parle. Un beau jeu comme ça. Il n'y a rien que tu peux pas faire. Je me sens vraiment comme sur un jeu vidéo aussi que je vais avancer. Puis le jeu est quand même long parce qu'il y a quand même 5 campagnes. Il y a il y a vraiment beaucoup de monstres avec chacun. Ils ont toutes leurs différences. Puis comme dans un jeu vidéo, à chaque monstre que tu combats, ben, ça jette des items. Ça te donne de l'expérience qui va pouvoir en fait te faire évoluer dans tes arbres de compétences, soit que ça va améliorer tes capacités de base dans ta protection, tes attaques, soit que ça peut rajouter des chips de poker dans ton sac que tu vas piger pendant les combats, soit ça va te rajouter des pierres magiques, parce que oui, il y a des pouvoirs magiques que tu peux utiliser, mais c'est ça. Fait que tu as des arbres de compétences, tu as un bout de narratif, exploration, combat, oui, backbuilding, mais aussi que ces chips-là, tu vas pouvoir en fait les utiliser pour activer tes cartes. Tu vas pouvoir aller voir, visiter des villes. Il y a des villes que tu vas pouvoir reconstruire qui va être un point central pour toi où tu vas pouvoir laisser de l'équipement là parce qu'au fur et à mesure, ben, quand tu montes ton équipement, à un moment donné, t'en as comme trop. Fait que ça se peut que t'en laisses, que tu viennes le retrouver plus tard. Et quand tu vas changer de campagne, ben, tu vas avoir 2 nouveaux personnages que tu vas pouvoir évoluer. Campagne 3, même chose. Campagne 4 et campagne 5, ben là, c'est la campagne finale où tu vas pouvoir choisir ton bonhomme. Un très beau tutoriel aussi qui montre comment jouer et avec l'application là, sur Foreteller qui est l'application va te permettre en fait de lire pour toi avec différentes voix de personnages qui rajoutent une très grosse touche là, pour l'ambiance là, du jeu alentour de la table. Là. Ça fait penser un petit peu à certains jeux vidéo comme par exemple Skyrim ou des choses comme ça. Hein. C'est vraiment ça. Puis moi, ce qui m'a attiré dans ce jeu-là, c'est vraiment la grosse carte avec plein de points d'intérêt. C'est que tu sens que il y a vraiment une progression. J'avais essayé d'autres jeux narratifs campagne, Gloomhaven. J'ai vraiment pas aimé Gloomhaven parce que je trouvais qu'il n'y avait comme pas de phase d'exploration, il manquait quelque chose, puis je suis tombé sur ce jeu-là.
c'est pas juste des combats. Oui, il y a des combats, mais il y a pas. Les combats, ils se font quand même rapidement. Ouais. Je trouve que c'est très dynamique la façon dont on fait les combats. Oui, il y a un peu de hasard à cause des chips, mais tu peux améliorer ce hasard-là en utilisant des cartes. Parce que sur chaque arme ou armure que tu as des. Tu peux rajouter, ils appellent ça des stones, des pierres magiques. Ces pierres magiques-là te donnent des capacités, te rajoutent des chips dans ton sac pour les futurs combats. Il n'y a rien que tu peux pas faire dans ce jeu-là. Fait que vraiment un très beau jeu. Donc, c'est mon numéro 1, Isophorian Guard. Puis en passant, s'il y en a qui le cherchent en magasin, il n'y en a pas en magasin. Moi, c'était une campagne Kickstarter que seulement les backers pouvaient avoir. Fait que si jamais vous avez la chance de le trouver en vente, soit sur Marketplace, soit ailleurs, sautez dessus, ça vaut vraiment la peine pour ceux qui aiment les jeux de campagne narratifs. Pas un jeu qui a la portée de n'importe quel joueur non plus, hein, on s'entend. Hein. Non. Pas un début, on ne fera pas jouer un débutant à un jeu comme ça, là, on va l'écœurer des jeux de société. Non, c'est ça. Il faut avoir un certain background en jeu pour pouvoir jouer à ce jeu-là. La boîte est quand même très grosse, là. Je pense que c'est 50 ou 60 livres de pesanteur comme boîte. Là. Je trouvais que Dead Cells, c'était quand même une bonne boîte. Ça, c'est une mouche comparée. Cette boîte-là, c'est assez énorme. Là. Donc, voilà. C'est ce qui conclut en fait le top 10 à Yannick et moi pour les jeux 2024. Peut-être de votre côté, on aimerait ça savoir, ça a été quoi, vous autres, votre meilleur jeu 2024 ou un petit top 3 si vous avez le goût de le partager en commentaire. Et on serait rendu maintenant à faire le tirage du gagnant parce que il n'y a pas si longtemps, la dernière vidéo, on avait présenté le jeu Marie Curie. Donc, on va vous annoncer le gagnant. Donc le voilà. Donc, ça va être super important lorsqu'on va annoncer le gagnant. Ça va être de nous contacter via l'adresse email que Yannick va mettre en commentaire. Lorsque la communication sera faite, on va vous expliquer la modalité pour être capable de récupérer votre jeu. Donc, Yannick, est-ce que tu étais prêt à faire le tirage? On va faire ce tirage-là. Je tenais à dire un petit truc. Je parlais d'un événement auquel on a été avec ma conjointe où c'était Mathieu de la chaîne On Joue-Tu qui avait organisé ça. Et j'ai eu la chance, vraiment le hasard, de rencontrer notre première gagnante, donc, qui avait gagné le jeu Bomb Buster. Donc ça a été vraiment une belle rencontre. Donc je donnais à faire un petit kick là-dessus. Puis restez des nôtres parce que on avait fait des tirages là, tout le long du mois de décembre, mais il va y avoir d'autres tirages. Si je ne me trompe pas, là, on va en faire un tirage là, une fois par mois qu'on va faire des tirages des jeux. Donc restez à l'affût. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Temps d'un jeu et de liker la vidéo avec le petit pouce bleu. Donc, Yannick. On y va, c'est parti pour le tirage. C'est parti. Donc, le gagnant pour Marie Curie, roulement de tambour. Et c'est... Karine Bujol. Excusez. Donc, la question, c'était comment s'appelle le mari de Marie Curie? La réponse, c'était Pierre Curie. Donc, félicitations, Karine. Tu vas pouvoir... nous contacter pour avoir les modalités pour quand on voit ton jeu. Bravo, un premier jeu gagné en 2025. Félicitations. Donc, c'était Vincent et Yannick. Et on se dit à la prochaine. Salut.